Je m'en doutais. Je suis ravi d'accueillir pour cette conférence conclusive Paul Bertrand, donc professeur d'histoire médiévale à Louvain-la-Neuve, que certains d'entre vous connaissent sous le pseudonyme Médiévise sur Twitter, mais qui lui aussi est un vieux de la vieille du blogging scientifique. Je crois qu'il a été le premier ou un des tout premiers historiens à bloguer il y a maintenant une décade. Oui, un peu plus même, oui. Je crois. Oui, Euh, qui va essayer, du moins on lui a demandé d'essayer de faire une synthèse entre tout ce qu'on a entendu, mais aussi sa propre expérience en tant que chercheur, et travaillant et fréquentant Paul depuis la même décade. Je ne doute pas de l'intérêt de cette présentation et qui va forcément être porteuse de nouvelles interrogations après toutes celles qui ont pu faire jour autour de la table ronde. Paul, je te laisse la parole. Merci à toi encore d'avoir accepté. c'est normal. Merci, merci Gauthier pour ces mots bien gentils. Ça va le micro, c'est juste bien. Bon, c'est parfait. Donc merci pour ces mots très gentils. C'est vrai que ça fait déjà quelques années, 12 ans à peu près qu'on se connaît. Oui, ça doit être ça. 12 ans de Telma, enfin 12 ans de beaucoup de choses. Merci à l'école des Chartes pour cette invitation. Merci donc pour cette preuve de confiance. Je vais essayer avec vous de faire un petit point plus ou moins vivant. J'ai mis beaucoup d'images, comme ça vous avez bien fait de rester. Ce sera moins fatigant, on va dire, que de m'entendre simplement pérorer, parce que je serai long, je me connais, mais bon, il y aura beaucoup d'images, donc ça permettra de faire passer le temps. Celle-là, avant toute chose, c'est un tableau de Picasso, mais on va dire que ce n'est pas un tableau de Picasso si jamais il y a des gens qui veulent me réclamer les droits. Donc, ce n'en est pas un, absolument. Donc, j'ai intitulé mon petit topo « Le troisième œil ». Vous comprendrez à la fin pourquoi, sinon il n'y a pas de plaisir. Donc l'objectif, c'est d'essayer de remettre un peu les choses dans le contexte. D'abord, une petite intro sur les humanités numériques et le monde patrimonial. En fait, ce que l'on aperçoit, ce dont on se rend compte pour l'instant, c'est qu'on est un peu, enfin c'est ma vision des choses, on est un peu dans un mouvement de roue de la fortune, après les moments pionniers dans lesquels d'ailleurs les institutions patrimoniales ont été, elles aussi, aux premières loges, pionnières, actrices au premier chef, et vous le savez, hein, c'est par vous, par le milieu des conservateurs, le milieu des spécialistes de la conservation, que les choses ont vraiment démarré au niveau du numérique. Après ça, il y a eu un temps, on va dire, un peu frénétique de la part des chercheurs dans lequel ils ont découvert le numérique comme pouvant s'appliquer à leur discipline, avec plus ou moins de bonheur. Certains s'en occupent, l'utilisant simplement pour pouvoir remporter des projets ANR, d'autres étant un peu plus efficaces et pensant le métier en fonction du numérique ou pensant le numérique en fonction du métier. Donc il y a un mouvement un peu de frénésie, la création de dizaines de bases de données, on y reparlera dans quelques minutes. Puis est venu alors, il y a peu de temps, on va dire à peu près une dizaine d'années, un peu moins, le temps de l'institutionnalisation, avec toute une série de choses qui semblaient totalement surréalistes et impossibles avant cela, la création de masters, hein, comme celui-ci, la création de pionniers, là aussi, la création d'équipes de recherche dédiées au numérique au sein des historiens, au sein des confréries des chercheurs, les services dédiés spécifiquement au numérique, que ce soit dans les équipes ou en dehors des équipes, la création du fameux TGIR Humanum, mais aussi d'autres infrastructures similaires. Là aussi, ce sont des choses qui ont du mal à démarrer, mais qui maintenant sont devenues, grâce à l'action de toute une série de personnages, de personnes importantes, dont certaines d'ailleurs sont dans la salle et que je salue au passage, donc ont pu avoir un vrai démarrage.
les consortiums qui sont un bon signe que quelque chose se passe, parce que, pas seulement parce que j'en pilote un, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de chercheurs qui y travaillent. On en reviendra là-dessus, on en a vu un tout à l'heure, de consortiums au travail sur les sources géographiques. Les associations, comme Humanistica ou d'autres, là c'est la cerise sur les gâteaux. Bref, les choses se sont bien passées jusqu'au moment, évidemment, où tout d'un coup on se trouve devant un temps de crise, du moins c'est moi comme ça que je le vois, et ce temps de crise, je pense que le signe, c'est les questions qui se posent ici, c'est les questions qui se posent également un peu partout, c'est et maintenant, et quoi, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette dynamique, comment on va gérer tout ça, et l'émergence du concept de plan de gestion de données, depuis maintenant, qui tétanise et fait paniquer, je le disais encore à Gauthier, jusqu'à le recteur de la recherche chez moi dans mon université, puisqu'il ne sait absolument pas comment il va gérer ça, gérer le plan de gestion des recherches, de gestion des données de la recherche. Donc, toutes ces questions-là montrent qu'on est à un temps de crise, et la question, c'est de savoir comment arriver à remonter. Pour reprendre les choses très rapidement et remettre les choses dans une perspective historique, parce que je ne suis pas médiéviste pour rien, je vais essayer de vous expliquer en quelques secondes, normalement ça me prendrait une demi-heure, mais ici je vais essayer de faire ça court, je vais essayer de vous expliquer en quelques secondes pourquoi je considère que la révolution à laquelle nous assistons à l'heure actuelle, une forme de révolution, la révolution du numérique, moi je l'appelle plus ou moins révolution. Je sais que tout le monde n'aime pas ce terme, mais je la compare à ce qui s'est passé au XIIe, XIIIe siècle, lorsque l'écrit est devenu une véritable valeur appréciable et enviable, lorsqu'il est devenu nécessaire et commun à tous, lorsqu'il est devenu vraiment ordinaire, que tout le monde s'en est emparé, tout simplement. L'écrit lui-même est devenu un objet porteur d'un sens particulier qui a changé la face de la société, et il est devenu, à partir du XIIe, XIIIe siècle, il est devenu non seulement tendance de pratiquer l'écrit, mais même nécessaire. Eh bien, moi, j'applique un peu, de manière un peu brutale, et évidemment, il faudrait mettre des bémols à tout ce que je raconte et mettre ça en contexte. Je pense qu'on vit quelque chose d'un peu similaire. Le numérique transforme notre rapport aux documents, le numérique évacue par exemple la perception de l'authenticité dans un cadre matériel, en tout cas dans un cadre matériel tel qu'on le connaît, pour que cette authenticité se transforme et se positionne ailleurs. En tout cas, on doit aller la chercher ailleurs. Et puis surtout, le numérique impose quelque chose de neuf, impose une dynamique tout à fait particulière, nouvelle, une dynamique qui est réellement écrasante, à tel point que désormais ceux qui s'en emparent et la maîtrisent sont réellement aux premières loges. On a un nouveau, pour moi c'est ça le nouveau quatrième pouvoir, hein, c'est le pouvoir du numérique, et non plus la presse, mais c'est le numérique qui impose tous ceux qui s'en emparent en quelque sorte à un certain niveau. Je vous passe sur les détails et l'importance du numérique et de la communication par le numérique et le rapport de pouvoir que ça signifie. Sur le terrain du monde patrimonial, ça signifie que le numérique l'emporte. Comme disaient certains chercheurs, ce qui n'est pas en ligne n'existe pas. Et très concrètement, lorsqu'on est face à des tribus d'étudiants, je peux vous assurer que c'est une évidence. Vous le savez évidemment pour ceux d'entre vous qui enseignent, mais c'est également le cas pour les chercheurs. Beaucoup, et notamment dans les plus jeunes, n'envisagent pas que le monde, en tout cas, soit plus intéressant hors du numérique. La situation est devenue critique du point de vue de l'enseignement. Les étudiants ont beaucoup de mal à imaginer l'existence de travaux sur papier, malgré toutes les tentatives pédagogiques pour essayer de changer la face des choses. J'ai même lancé une opération pédagogique qui était basée sur Pokémon Go pour essayer de les attirer en bibliothèque. Ça marche, mais ils sont quand même perdus à la fin. Donc, ils ont trouvé des Pokémon, enfin des livres, des Poké-livres, mais ils n'ont pas toujours compris tout comme il le faudrait. Les sources semblent toujours un autre monde. Il y a un véritable manque de proximité culturelle. Il faut leur réapprendre à utiliser un livre et à lire une écriture manuscrite, d'où évidemment, vous imaginez, le divorce aussi par rapport aux documents que ce soit de bibliothèque, aux documents patrimoniaux eux-mêmes, quels qu'ils soient, une distance qui se met en place. Et à côté de ça, ce qui est assez paradoxal, c'est que le numérique change notre rapport à la matérialité, notre rapport aux sources. On a un retour aux sources qui n'a jamais été aussi important
que depuis qu'on connaît ce tournant numérique, on a un intérêt pour la matérialité qui s'est accru, un intérêt pour la communication, pour les littératies, tout ça évidemment c'est lié. Ce que ça implique évidemment, ce retour aux sources, c'est également, à part le numérique, c'est également une transformation de notre appropriation du matériau lui-même, aussi bien des documents que de ce que vont devenir les documents, c'est la mise en données du monde. Ça, c'est pour moi l'élément clé. On a parlé aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a parlé que de données. On n'a pas parlé de documents. C'est intéressant quand même. Ça, c'est quelque chose qui doit, sinon nous perturber, en tout cas nous poser des questions. Nous faire nous poser des questions. Donc, on arrive à ce que certains chercheurs appellent la datafication, l'idée donc de transformer le document en données quantifiées, quantifiables, qui peuvent être mises en tableau, analysées comme telles, appliquées aux usages historiens. Cette mise en données, comme disait Frédéric Lavert, c'est un processus qui contient toutes les étapes allant de la numérisation d'un artefact physique, de la captation d'un signal, aux possibilités d'analyser ces artefacts et signaux via des outils informatiques, c'est-à-dire une lecture des sources au moyen d'une médiation informatique. Donc déjà, vous voyez, on a quelque chose on a non seulement une transformation du document en données, mais également on a un écran devant nous et la donnée. Donc on a plusieurs médiations différentes, une médiation à la production, une médiation à la réception et à la lecture. Ça fait partie des choses étonnantes. Ce qui fait que cette transformation du document en données fait en sorte que ces données vont devenir un avatar de la source elle-même. Ici, c'est un vieux slide que j'aimerais utiliser, même s'il est évidemment complètement schématique, vous le comprenez bien. C'est un slide qui explique comment, simplement, cette mise en données, selon moi, d'une façon ou d'une autre, transforme le document et comment on a eu à un moment le fantasme, notamment avec l'XML, le fantasme d'une reproduction du document lui-même. Bon, on sait bien que de toute façon, ça reste un fantasme, mais ça signifie quand même quelque chose. Ça signifie qu'on a voulu jusqu'au bout ne pas perdre le contact avec le document, sauf que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on le perd. Donc ça, c'est une question importante. Un autre élément intéressant, on a parlé beaucoup de corpus, mais on n'a jamais posé la question d'où venait le concept de corpus lui-même. Je suppose que Emmanuel se l'est posé largement dans le cadre de son projet, mais bon, c'est l'occasion d'en dire deux mots. En fait, le mot corpus n'est pas évidemment un mot du patrimoine. Du tout. Enfin, a priori. Moi, en tout cas, ce que j'en ai vu, c'est que ce n'était pas un mot qui avait une provenance patrimoniale. Et il y a par contre beaucoup de chercheurs qui se posent des questions sur le concept de corpus. C'est un mot dont l'utilisation chez les chercheurs est assez récente. C'est un mot qui est apparu assez récemment. Ça fait une quinzaine d'années, une dizaine d'années à peu près, qu'on entend parler entre 10 et 15 ans, qu'on entend parler de corpus. Chez les linguistes, évidemment, il est en vogue depuis bien plus longtemps. Mais ça, c'est normal, c'est autre chose. Chez les linguistes, ça, c'était quelque chose qui était une nécessité pour eux, pour la plupart. Par contre, dans les autres disciplines, c'est un mot qui ici est d'ailleurs a un sens différent suivant les chercheurs eux-mêmes. C'est pas inintéressant. Pour certains, un corpus, c'est un dossier. Pour d'autres, c'est une collection. Pour d'autres, c'est même une bibliothèque. Il n'y a pas quelque chose de tout à fait clair dans le concept de corpus. Et les différentes journées d'études qui ont eu lieu, dans la dernière, qui a eu lieu d'ailleurs pilotée par sous la houlette du consortium COSME, comme on fait aussi des choses intéressantes, même dans les sources médiévales. Voilà, il n'y a pas que les sources contemporaines quand même, les données contemporaines. Eh bien, on s'est posé la question du corpus, et c'était intéressant de voir que, en fait, cette réflexion sur le corpus reste fortement associée à la question d'un corpus produit par les chercheurs eux-mêmes, ou en tout cas un corpus piloté, un corpus voire même construit de toutes pièces. Et c'est quelque chose qui doit, par certains côtés, nous inquiéter un peu. Il y a une tension chez les chercheurs. Pour certains chercheurs, il faudrait maintenir le flou autour du mot, ce qui est un peu inquiétant. Je cite les conclusions de la journée qui a eu lieu sur les corpus. Pour certains, il faut laisser le flou.
Bon, voilà. D'autres considéraient donc le corpus comme une notion ouverte à la fonction qu'on veut bien lui donner. Pourquoi pas? Pour d'autres encore, il faudrait définir le corpus et ne pas ignorer que dans le champ des sciences humaines et sociales et de la linguistique, il existe déjà un effort de conceptualisation important. C'est sympathique. Ces positions pourraient correspondre à des tendances méthodologiques diverses, renvoyer à un moment historiographique ou à des moments historiographiques, et chaque fois essayer donc de classer et de placer, de définir le concept de corpus. Dans tous les cas, ce que l'on voit, c'est que c'est une affaire de chercheurs et que pour l'instant, le concept de corpus, on ne l'a pas assez abordé globalement. Ça, c'est une question importante qu'il faudrait peut-être mettre sur la table. Donc là, je lance la balle, évidemment, au monde du patrimoine. Le fait qu'il y ait des corpus, ou le fait que de toute façon le numérique soit devenu incontournable, pour utiliser un mot valise, eh bien, fait que les chercheurs se sont lancés dans la course à la production de corpus, notamment par le biais de l'ANR. J'ai fait un petit décompte, parce que c'est toujours intéressant de voir comment la recherche s'est massifiée ces dernières années, 10 ans pour être précis. Ça fait 2007 le premier appel ANR Corpus. 2007, donc 10 ans, on peut donc faire des comptes, et c'est très intéressant de voir que lorsqu'on fait l'analyse des corpus, des projets d'ANR, 331 touchent au corpus. C'est pas si mal quand même. 331 projets ANR touchent au corpus, là-dessus, il faudrait voir combien ont réellement publié des corpus, voilà, ça c'est une autre question. Bon, il y a de vrais problèmes. J'ai compté entre 30 et 40, parce que c'est pas très clair non plus, parfois, dans les descriptifs livrés par l'ANR, qui manquent parfois un peu d'explicitation, entre 30 et 40 corpus liés au Moyen-Âge, sur 10 ans. Ça veut dire que, sachant qu'un projet ANR, c'est 4 ans, ça veut dire qu'on doit compter environ entre 10 et 20 projets qui tournent en même temps et qui produisent des corpus en même temps. C'est intéressant du point de vue intellectuel de voir comment les choses se mettent en place. Donc ça veut dire qu'on a une masse de tout type de données qui ont été produites et plus ou moins publiées. Je ne vais pas évidemment insister dessus, j'ai la liste devant moi, si vous voulez, on en reparle. Ce qui est intéressant, et là j'entre dans le vif du sujet aussi, c'est que, mis à part ce temps de mise en données, c'est également un temps, et là j'essaie de définir encore également la révolution critique, comme je le dis, cette révolution critique du numérique, c'est un temps de machinerie. Et je fais ici un clin d'œil à une communication que j'avais faite il y a quelques années autour du steampunk et de la question de la réinterprétation, de la réutilisation avec un modèle, avec des modèles et avec des outils récents, de problématiques anciennes, voire désuètes. Donc c'est la combinaison en quelque sorte du passé et du présent, du 19e siècle et du 21e siècle qui fait le steampunk. Et par certains côtés, on est encore dans le steampunk. Ça, c'est une évidence. Alors, le temps de la machinerie, c'est le temps de la production et de la production de toute une série d'éléments, d'objets autour du numérique par les chercheurs. Les bases de données d'abord, qui ont été extrêmement nombreuses depuis les années 2000, des bases de données dont la qualité peut être très diverse, comme ici les chartes originales. J'ai pris toutes des bases sur la plateforme que je pilote, donc comme ça au moins je suis sûr de ne faire de mal à personne. Donc voilà, des bases de données, également des plateformes. C'est intéressant de voir comment la plateforme, le concept de plateforme est apparu et s'est diffusé à partir des années 2005. On a été presque les pionniers avec Thelma, mais beaucoup d'autres ont suivi par la suite, et des plateformes qui d'ailleurs se recoupent allègrement les unes et les autres, certaines très différentes, d'autres moins. Donc les chercheurs ont multiplié les plateformes, en chaque fois frappant à la porte du avec plus ou moins de pertinence, des plateformes comme Thelma, comme je le disais, et puis alors assez récemment, quelque chose a commencé à se déclencher, on va dire un déclic a eu lieu chez les chercheurs, le déclic de l'interopérabilité. On avait là des dizaines de corpus préparés, plus ou moins publiés, des bases de données plus ou moins publiées, et on s'est dit, mais tout cela, est-ce que c'est bien raisonnable? Ne devrait-on pas tenter de les faire dialoguer? Et je reviens d'ailleurs à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les discussions, est-ce que les chercheurs, ce que disait notamment Jean-Luc Minel, est-ce que les chercheurs
adopte les concepts et les réflexions mises en place, notamment dans le monde du patrimoine, autour de la mise en relation des données? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, il n'a peut-être pas au début des années 2010, mais là, maintenant, les chercheurs ont vraiment compris l'importance d'essayer de relier les données les unes aux autres. Donc, on a tout un fantasme, c'est plus qu'un fantasme par certains côtés, en tout cas, c'est une volonté de créer de l'interopérabilité entre toutes ces données qui a eu lieu, avec de grandes difficultés. C'est une incapacité pour la plupart de ces chercheurs, une incapacité de s'en occuper eux-mêmes. Donc là, on délègue ou aux institutions de conservation, ou aux grandes infrastructures, ou aux consortiums, ou à des plus grandes institutions encore, des équipex, on pense à Biblissima, qui s'est emparé, et avec bonheur, on va dire, de ce système, de cette réflexion. Et donc là, on a une volonté d'interopérabilité, voire de régulation. Ça, c'est l'élément qui, évidemment, c'est le mauvais corollaire, c'est l'autre côté c'est le retour de balancier, excusez-moi, c'est le retour de balancier, à côté de l'interopérabilité où c'est l'ouverture, on va dire, sans trop d'inquiétude. On est passé à l'idée d'une régulation, l'idée d'imposer un cadre précis, et c'est pas pour rien qu'il y a 2 jours, et s'est tenu à l'IRHT un très beau colloque autour de la volonté de concevoir un identifiant unique pour les manuscrits dans des bibliothèques dans le monde entier, autour du manuscrit médiéval a priori. Donc là, le concept de régulation, en tout cas, d'arriver à un élément unique, des identifiants, c'est pas tellement un référentiel ici que plutôt une entrée unique, un identifiant unique qui joue un rôle important, c'est vrai, et qui, on voit, est en train de faire son chemin, ce qui montre à la fois que la réflexion et la volonté de se connecter aux autres outils, aux autres corpus, est absolument une évidence, mais qu'en même temps, tout n'est pas encore clair dans la tête des chercheurs, que tout n'est pas encore clair, et qu'il y aurait peut-être là aussi un peu de formation, d'échange à mettre en place pour essayer de ne pas foncer dans des perspectives intéressantes, c'est vrai, mais qui peut-être ne seraient pas les seules à poursuivre. Il y a encore un troisième temps, c'est le temps des aventuriers des corpus. Alors, tu en as un exemple, il y en a d'autres maintenant, de plus en plus. Ce sont les chercheurs qui, ces derniers temps, depuis quelques années, on va dire 5, 6, 7, 8 ans maintenant, vont hacker des corpus, ou en tout cas vont les chercher d'une façon ou d'une autre, qu'on leur permette ou pas, et construisent des procédures, des processus de recherche avec ça. Ça, c'est un peu les aventuriers, ce sont ceux qui sont en dehors du cadre. Ils existent bel et bien, et à la limite, c'est peut-être encore ceux qui sont le plus en cheville, comme les anciens brigands qui sont devenus douaniers. C'est encore ceux qui sont pour l'instant le plus en cheville avec les institutions de conservation. Alors, un élément qui me fascine, moi, réellement, c'est la foi dans le numérique. Je reviendrai dessus parce que je pense qu'on est devant quelque chose qui est assez saisissant. On voit de plus en plus, notamment chez les chercheurs, l'idée que les sources, d'après beaucoup de chercheurs, les sources, on les lit bien davantage depuis qu'il y a le numérique. On a une espèce de fascination autour du numérique, de la base de données, ou du numérique en soi, comme si le numérique apportait davantage de réalité ou d'authenticité donc à la source elle-même, comme si tout d'un coup, parce qu'elle était plus lisible, plus visible, plus facile à trouver, et plus facile à lire et à connecter, comme si tout d'un coup elle devenait plus efficace. Et il y a des choses qui sont assez sidérantes. C'est par exemple, quand on lit le dernier Jablonka, son Laetitia, on voit comment il utilise Facebook et comment il utilise les Facebook comme une source pour faire l'histoire du parcours de Laetitia, avec une réflexion à degré zéro du point de vue de la critique. Donc là, on est devant quelque chose qui est très intéressant du point de vue de la méthodologie. Il y a une sorte de confiance aveugle dans un outil qui, pour lui, représente vraiment la pensée de Laetitia. Voilà, on a Laetitia telle qu'elle l'est, à peu près, en tout cas, telle qu'elle elle semble être.
Cette fois, autour du numérique, elle devient assez étonnante, parce que là, je vous laisse lire le texte, on en arrive presque à avoir, pour une série de chercheurs, ceci c'est Adam Bilansky dans les Digital Scholarship in the Humanities, donc c'est pas une petite revue, qui en 2017 nous explique, comme vous le voyez ici, que la base de données, c'est plus que l'archive. La base de données, c'est la réalité, c'est les cadavres magiquement réanimés. C'est l'idée. Il avait fait précéder cette petite réflexion par une reprise de Derrida disant que les archives, c'est la mort. Donc une interprétation assez brutale de Derrida. Voilà, les archives, c'est la mort. Voilà. Et puis alors, là, ici, il en conclut, les bases de données, c'est la vie. C'est la résurrection des archives. C'est intéressant parce que là, on est dans un acte de foi. Un acte de foi complet. Voilà, j'en termine là pour cette approche d'acte de foi. Quelques réflexions sur quelque chose qui est très récent, c'est la question de lire les données. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe, et dont on a vu qui nous préoccupait énormément maintenant, et de plus en plus, et c'est une bonne chose, parce que jusqu'ici, c'était des bases de données qui étaient fort intéressantes, mais pour lesquelles on n'avait aucun moyen, ou en tout cas, on n'avait pas prévu, on ne voulait pas prévoir au départ, on n'avait pas l'intention de prévoir des moyens de les interroger, autres que par des moteurs d'interrogation traditionnels, des entrées d'index traditionnelles, somme toute. Hein. C'était on avait des systèmes, des grandes masses de données, mais qui étaient ininterrogeables autrement que par des biais, somme toute, traditionnels. Ici, avec la visualisation des données, le networking analysis, la mise en graphe ou encore d'autres outils d'interrogation, de fouille de texte, data mining ou autres outils sur lesquels je ne vais pas insister, on a quelque chose de neuf qui apparaît, mais ces outils sont toujours quantitatifs. On passe par la donnée. On est toujours dans la donnée. On va jamais ou presque jamais au-delà. Alors avec l'image, peut-être que ça va changer. Ça, c'est intéressant, justement, ce qu'on a entendu ce matin avec la recherche sur les images. On a peut-être quelque chose qui se met en place qui est mais c'est quand même une image. C'est quand même une donnée en soi aussi. C'est une transformation du document à plat. Alors, c'est une mise à plat du document. Et avec ça, évidemment, le distant reading de Moretti, dont on a déjà parlé aussi, et qui, semble-t-il, est passé dans la vision générale des chercheurs comme étant une évidence. Quand on travaille sur des masses de données, ben voilà, distant reading, ça va de soi. Éventuellement, on ajoute un peu de close reading. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise clairement ce que c'est que le close reading. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Est-ce que le close reading, c'est simplement lire quelques documents? Est-ce que c'est qualifier quelques documents? Est-ce que c'est lire l'ensemble, chaque document l'un après l'autre? Mais à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on fait de distant reading. Donc, il y a la question de savoir exactement ce qu'on entend par close reading, ou si le close reading n'est pas simplement, par certains côtés, j'anticipe déjà un peu, une sorte de cache-misère sur le distant reading. Bon, à voir, hein, peut-être que je suis un peu trop négatif par rapport au distant reading. C'est évident que le distant reading arrive à des résultats et pose des questions qu'on ne pourrait pas poser autrement, que l'œil humain est incapable, ou que l'esprit humain est incapable de poser d'un seul tenant, et ça permet vraiment d'avoir une vision des données, justement, macroscopique, qui est absolument essentielle, qui n'est pas d'ailleurs, distant reading n'est pas quelque chose de neuf, hein, ça fait déjà bien longtemps qu'on le produit, c'est juste un mot qui est maintenant un qualificatif, un buzzword qui est tout à fait adopté, mais qui permet justement de visualiser ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est que justement, ce buzzword, cette distant reading, cette vision de la masse de documentation produit des choses ahurissantes, comme ce travail publié il y a maintenant 2 ans, ou 3 ans maintenant, par Gildy et Armitage, autour de ce qu'ils appellent l'History Manifesto. C'est un ouvrage qui visait à expliquer tout simplement que le temps des archives était plus ou moins terminé. Il y avait une espèce, pour eux, selon eux, il y avait une vision quelque peu corporatiste, de dire qu'il fallait à tout prix aller mettre ses mains dans le cambouis ou dans la poussière des manuscrits, et que ce temps-là était dépassé, qu'on pouvait arriver à de nouvelles questions qui dépassaient et qui permettaient de reléguer aux vieilles lunes la critique historique, tout simplement, et que les chercheurs pouvaient parfaitement s'en sortir grâce au système, grâce à la fouille de textes, grâce à une recherche non plus micro-historique, mais macro-historique, et qui
permettait, selon eux, d'avoir bien davantage de résultats avec une solidité liée tout simplement à la masse. C'est toujours la même histoire. Une fois de plus, c'est la foi dans le document numérique, c'est la masse. Et c'est la multiplication des données massives qui forcément arrive à donner des lignes dans lesquelles on va chercher des lignes plus ou moins claires et qui permettent ainsi de faire apparaître des points clés, des éléments évidents, éventuellement des éléments qu'on va un peu traiter et qu'on va étrier, mais qui, dans les grandes lignes, vont rester essentiels. Ce qui est intéressant chez Gildea Armitage, c'est cette espèce de foi dans la masse de données et le fait, cette espèce de réflexion, cette réflexion tout à fait étonnante que, voilà, désormais, nous sommes dans une optique de big data qui sera le seul moyen d'entrer dans la réalité historique et ancienne. Il y a un point que je garderai chez Gildea Armitage, un seul point, mais quand même un point important, c'est ce sentiment qu'ils ont eu, cette intuition qu'ils ont eu que désormais les historiens devront travailler main dans la main avec les producteurs et conservateurs institutionnels de documents et de données. Là, c'est intéressant, on arrive on se rend compte que, voilà, pour eux, les historiens ne peuvent pas faire ça tout seuls et ils doivent travailler avec d'autres. Alors, je n'irai pas au-delà dans la réflexion sur ce travail, qui d'ailleurs a été très mal reçu chez les historiens, qui a été largement étrié lui aussi. Mais c'est un signe que quelque chose s'est fait. C'est le signe de la crise, justement, dont je parlais. C'est le signe de cette crise, et qui est constante, qui n'a pas encore été résolue. Alors, cette crise documentaire, elle tourne autour d'autres éléments, elle tourne autour du fantasme. On n'en a pas parlé ici, le fantasme du canon, par opposition à l'échantillon. Alors on a dit, voilà, désormais, grâce à la masse de données, on va éviter de travailler sur le canon. Le canon documentaire, pour les littéraires, c'est quelque chose d'essentiel, évidemment. Hein. Le canon documentaire, un ensemble de bien spécifiques sur lesquels on doit travailler. Le canon des romans au XIXe siècle, hein, on en parlait tout à l'heure, ou de certains romans. Et voilà, il y a des études tout à fait fascinantes là-dessus qui montrent qu'on a une vision qui peut être vraiment assez déformée. Et puis alors là, grâce à la masse de données, on a l'impression qu'on va sortir du canon et qu'on va désormais s'adresser à l'ensemble d'un corpus, sauf que, immanquablement, si on veut arriver à s'adresser à l'ensemble de ce corpus, il faut d'une façon ou d'une autre, arriver à en préciser les contours. Il faut arriver à faire un peu ce close reading pour pouvoir définir le cadre technique, les éléments essentiels de ce corpus, essayer de le cibler. Et donc, immanquablement, on va réduire la taille du corpus, et c'est ce corpus va passer alors à un corpus échantillonné, et cet échantillonnage, somme toute, c'est un canon, tout simplement. On transforme un canon par un autre canon, on passe d'un canon à un autre. C'est peut-être un pavé dans la mare que je jette, mais moi je pose la question réellement, est-ce que on n'est pas justement et c'est pas quelque chose de dangereux dans cette recherche qui veut se débarrasser du canon pour retrouver autre chose? Il y a quelque chose qui est assez fascinant aussi, c'est l'idée que tout d'un coup on peut constituer ce que j'ai appelé ici le zombie factoïde, c'est-à-dire que l'idée qu'une source n'existe que parce qu'elle est composée de personnes, de documents, de faits, et qu'en fait la source n'existe pas elle-même, mais qu'elle est, et qu'il faut à la limite presque la laisser de côté pour se focaliser sur une interaction entre des éléments qui la composent, et que le document lui-même peut être défini par cette reproduction qu'est cette construction entre les personnes, des faits qui composent la source. Hein. Voilà. Prenons une comptabilité, par exemple, ou prenons une charte médiévale. Une charte médiévale, ce sont les auteurs, ce sont les disposants, ce sont les bénéficiaires, ce sont les scribes, ce sont les témoins. Voilà, ça compose la source. C'est un peu une forme une reprise sous une autre forme de cette source. C'est quelque chose qui revient aussi fréquemment chez les chercheurs.
Alors le close reading, je n'insisterai pas, parce que je pense que le close reading, de toute façon, reste à la fois quelque chose d'un peu délicat, une porte de sortie peut-être, mais que le close reading n'est en quelque sorte pas totalement viable si on, sans envisager de le définir très précisément, et voire même pas viable du tout. Parce que pourquoi choisir des ensembles bien structurés et puis laisser le reste là et uniquement faire une approche, disons, fine sur tel ou tel échantillonnage de la masse. Bon, il y a quelque chose qui me semble un peu complexe, voire un peu flou là-dedans. Donc, en d'autres termes, tout revient à ce que je disais encore tout à l'heure. Tout revient, là c'est un concept que je prends à Carlo Severi, l'anthropologue, l'idée que la donnée vit seule et qu'elle peut agir seule, qu'elle a une action toute seule et qu'elle peut être représentée seule la réalité. C'est ce que Carlo Severi appelle l'agentivité des objets. C'est-à-dire un objet qui peut vivre seul. Il parle de ça en parlant des fétiches, en parlant des poupées qui agissent seules dans le monde, en Amérique du Sud, donc des poupées magiques en quelque sorte. L'idée d'un objet qui agirait seul, et donc d'un objet qui serait indépendant de tout le reste et qui représenterait seul la réalité, qui aurait une capacité d'action seule. C'est l'agentivité en quelque sorte de la donnée, ce qui fait que le détachement des documents devient tout à fait possible. On peut se détacher des documents dans ce cas-là. Insupportable peut-être pour certains, mais tout à fait possible pour d'autres. Ce qui fait également qu'on reste dans un niveau de croyance, complètement. On reste à un niveau de croyance complet. Alors, dans les questions, la question finale que je voudrais poser, simplement, c'est, en fait, après avoir dit tout ceci, mais où en est-on de la critique des données? Où en est-on de la critique des données? Existe-t-il une critique des données? Eh bien non, il n'y en a toujours pas. Ça fait des années qu'on en demande, ça fait des années, mais il n'y en a toujours pas. Il n'y a toujours pas de critique des données. Au contraire, on est de plus en plus dans une sorte de décontextualisation croissante, dangereuse, une sorte d'acritique qui semble normal. On se noie dans une masse documentaire, ou plutôt une masse de données, qui de plus en plus est détachée des documents. Bon, tout ça c'est bien négatif, c'est bien pessimiste. Vous allez me dire, bon ben voilà, après ça on va s'en aller, on va aller boire et pour oublier tout ça. Mais non, car heureusement, et vous avez des perspectives de sortie de crise. Et c'est pour ça que là, j'ai déjà beaucoup parlé, mais bon, je vais essayer de ne pas... Je vais jusqu'à quelle heure à peu près? J'ai encore 20 minutes. Oh, ça va, tout va bien. Donc là, maintenant, 20 minutes pour sortir de la crise. Alors, vous voyez, c'est mieux que Macron. Donc là, je peux vous sortir de la crise en 20 minutes. Enfin, je vous propose en tout cas. Oui, hein, j'espère qu'après ça, si c'est diffusé au ministère, ils auront une pensée pour moi. Alors, plus sérieusement. Vers une nouvelle critique externe. Ça me semble essentiel. On doit à tout prix jeter les bases, et très rapidement, d'une nouvelle critique externe. J'avais espéré un moment que les chercheurs s'en occupent. Clairement, c'est pas le cas. C'est plus le cas, c'est pas possible. Alors, bon, vous avez compris, il faut lancer quelque chose autour de la critique externe. Mais pourquoi, me direz-vous, quelle nouvelle critique mettre en place? On part du document, ça va de soi. Le document et le texte avec un premier niveau de qualification critique traditionnel, mais qui doit être beaucoup plus vaste que le niveau de qualification habituel, dans lequel on avait simplement la carte d'identité du document. Donc là, il s'agit vraiment de qualifier le document de manière large. Alors, il faudra évidemment être réaliste, mais on va donc jusqu'à la mise en page, en passant par le texte ou la codicologie, donc la matérialité complète, une qualification critique globale. Et puis alors, après ça, eh bien, la mise en données du document lui-même. La mise en données du document lui-même va transformer, va changer la face des choses, et les données vont constituer un ou des métadocuments, Jean-Philippe Genet dirait des métasources,
hein, mais je prends le terme métadocument pour rester dans la ligne du document. Donc, métadocuments, ces métadocuments eux-mêmes pouvant, par la masse de données accumulées, créer non pas des big data, parce qu'on va essayer d'être quand même assez humble pour ne pas croire que nous, historiens ou nous, chercheurs en sciences humaines, nous pouvons produire des big data, mais disons des little big data, des données qui soient maîtrisables disons, avec quelques perdus de manière correcte. Donc, ces ensembles-là nécessitent eux aussi des approches critiques. Il faudrait pouvoir critiquer et donc donner une carte d'identité critique, aussi bien pour les données que pour ce qu'elles constituent, c'est-à-dire ce métadocument, et alors ce qu'on en fera par la suite, c'est-à-dire ces little big data. Et ces méthodes de carte d'identité, c'est pas seulement la date de lieu, la date de temps, c'est pas seulement l'endroit où est conservé le document, où sont conservées les données, ça c'est important, on l'a bien dit, c'est une évidence, c'est également qui produit ces documents, qui produit ces données, qui produit ce métadocument, qui produit ces little big data, quelles sont leurs autorités, est-ce qu'il y a une autorité derrière ou pas, quelle forme d'autorité peuvent prendre ces producteurs, et au-delà de ça, évidemment, la conservation, ça va sans dire que l'on couple avec l'utilisation, puisque aussi bien pour les documents que pour les autres formes de ces avatars, en quelque sorte, on a une problématique qui doit associer conservation et utilisation. Utilisation à la fois pour les chercheurs, mais utilisation aussi en dehors du monde des chercheurs. Donc on s'adresse à un public plus vaste, au public qui utilise le document, comme au public qui va utiliser les little big data. Donc ça, c'est la carte d'identité critique globale, idéale, on va dire, d'un ensemble document donné. Probablement c'est un fantasme, hein, mais il faut peut-être partir. Un fantasme dans le sens où c'est massif, c'est le cas de le dire, c'est une carte d'identité assez massive, mais peut-être, probablement, faudrait-il passer par là. Bref, qui peut produire cette carte d'identité critique? Je l'ai déjà dit, les chercheurs, pressés, débordés, mal formés, épuisés, tout ce qui finit par « et ». Voilà. Et ces chercheurs qui n'en veulent pas, qui n'ont même plus de formation de critique. La plupart du temps, dans les universités françaises, il n'y a pas de formation à la critique. Dans les universités belges, c'est de plus en plus réduit à la portion congrue, ce qui est un drame. La critique documentaire, et de toute façon, quand elle est donnée, cette critique, je le sais, hein, par la force des choses, j'ai le nez dessus, cette critique documentaire, quand elle est donnée aux étudiants, les profs lâchent la partie numérique. Donc on donne la critique documentaire, on enseigne la critique documentaire comme on l'enseignait il y a 20 ans, ce qui est un drame. Et partout, hein. C'est pas seulement à Louvain, à Liège, à Namur, à Bruxelles, c'est partout la même chose. Donc, incompétence ou simplement panique, noyade, voilà, choisissez. Donc, c'est évident, mais je ne jette absolument pas la pierre à mes collègues parce que je pense que on est devant une situation très complexe et où clairement les étudiants auront autant de difficultés à comprendre ce que les profs tenteront de leur raconter s'ils tentent de mettre en place une critique externe du document et des données que les enseignants eux-mêmes à essayer de la mettre en place. Donc là, on est devant, je veux dire, c'est très complexe, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Les étudiants, à l'heure actuelle, même s'ils sont fascinés par le numérique, même s'ils sont persuadés que le numérique est l'horizon, et qu'il n'y a pas d'autre chose que le numérique, en tout cas que les autres choses sont secondaires, même s'il y a une foi dans le numérique, les étudiants ont de grandes difficultés à absorber le numérique autrement que comme un objet plat. Ils ont de grandes difficultés, je ne veux pas dire qu'ils ne peuvent pas l'absorber, je crois, et vous êtes la preuve que c'est possible, qu'on peut arriver à l'absorber comme un objet complexe, multiple, multiforme, mais ça demande un long travail, ça demande une grande préparation et probablement des outils pédagogiques adaptés. Donc là, c'est aussi un pavé qu'il faut lancer dans la mare, on a besoin de ça. Donc, les chercheurs, alors ça ne veut pas dire que les chercheurs ne peuvent pas faire ce travail, je pense qu'ils peuvent collaborer largement à la rédaction de ce travail, et c'est sûr que Pierre Carle, Grégory, ou encore d'autres qu'on a vus et qu'on a entendus aujourd'hui, sont tout à fait à même de construire cette critique.
mais probablement pas seul, parce que simplement, voilà, on est un peu sous la pression et sous la tension générale. On préfère, pour la plupart, se rester dans le confort des vieilles techniques, le confort des vieux systèmes, et on bricole tout simplement. On bricole et on considère presque de manière steampunk que la critique, c'est ce qu'on m'a dit, hein, il n'y a pas encore si longtemps, on m'a dit, bon, oh, la critique du document numérique, c'est comme le papier, la différence, c'est que c'est virtuel. Voilà, c'est simple. Mais voilà, je ne rejette pas la pierre, c'est du bricolage, c'est le bricolage lévi-straussien, on fait avec ce qu'on a, et puis intellectuellement, on se débrouille. Alors, qui pourrait le faire? Qui pourrait mettre en place cette critique? Les infrastructures, comme Humanum, ben, ce n'est pas leur boulot, tout simplement. Ce n'est pas leur boulot du tout. Donc là, les choses sont réglées. Alors, à qui revient la charge? Ben, vous l'avez compris. Voilà. À qui revient la charge? C'est évident, je pense que vous êtes aux premières loges, en première ligne, vous êtes les mieux placés, vous, les conservateurs, les spécialistes du patrimoine, pour mettre en place cette base de critique. Alors, avec les chercheurs, ceux qui le veulent, et là, je pense au système qui pourrait, à toutes ces ouvertures que vous avez montrées tout à l'heure, je ne posais pas la question en vain, en disant comment est-ce que vous ouvrez les choses, il faut les ouvrir, évidemment, j'espère qu'on va les ouvrir de plus en plus, avec tous ceux qui ont envie de le faire. Alors, ces institutions patrimoniales ne doivent plus seulement intervenir au titre de distributeurs d'accès, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là, je suis un peu plus dans la conclusion d'une série de choses dites également. Et ça, c'est une évidence. Hein. Là, on est dans l'élargissement, dans l'ouverture des fonctions. Les salles virtuelles, les archives nationales, c'est un exemple type, mais il y en a beaucoup d'autres. On arrive avec la nécessité d'assister ou de mener la mise en place d'un plan de production de données, donc pas seulement un plan de gestion des données, pas seulement un fameux plan de gestion des données, mais un plan de production des données. Donc là, comment vous produisez les données, que vous les produisiez pour des chercheurs ou vous les produisiez dans un cadre spécifique, hein, en les qualifiant, mais il s'agit de mettre en place un plan de production et que ces plans de production sont en quelque sorte une base critique qui puisse être exprimée clairement dans les métadonnées. Je ne doute pas un instant que vous le fassiez, mais c'est toujours mieux de le redire. Il s'agit d'associer évidemment à cela un maximum de référentiels, autant les identifiants uniques, enfin je veux dire les entrées uniques, c'est peut-être un problème, autant la multiplication des référentiels me semble une nécessité, parce que les référentiels enrichissent la description des données elles-mêmes, et donc forcément permettent d'avoir une approche qui soit plus serrée du point de vue critique, des référentiels qu'il faut multiplier, et là par contre on peut le faire aussi avec les chercheurs, car les chercheurs sont demandeurs de référentiels et sont prêts à mettre la main à la pâte pour créer des référentiels. Et ça je les ai vus de mes yeux. Et de manière assez étonnante, c'est tout à fait étonnant, parce qu'il y a 4 ans, on pouvait demander à un chercheur de mettre en place un référentiel, ou à une tribu de chercheurs de le faire, et vous aurez regardé comme vous étiez à moitié fou. Là, maintenant, ils ont une chose à faire, c'est bêtise. Là, mais là, maintenant, le temps est venu. Le temps est venu et les chercheurs sont prêts dans les équipes, notamment pour les projets. C'est là qu'on est dans le collectif. Dans les équipes, dans les projets, là où il y a vraiment des ANR, des équipex, des labex, là où il y a des projets collectifs, il y a un besoin criant de référentiel et là, les chercheurs sont prêts à s'y mettre davantage en collectif. Donc l'objectif, c'est de rentrer en quelque sorte dans cette cartographie documentaire qu'on appelle de ses voeux. Il s'agit de capitaliser des jeux de données sans, et ça c'est peut-être une remarque que je ferai parce que tout à l'heure on a parlé de capitaliser des jeux de données. La seule chose qui m'inquiéterait, c'est de construire des jeux de données avec l'idée de ce que l'on pourrait en faire. Donc l'idée de l'archiviste sait mieux ou le bibliothécaire sait ce qui est le mieux, c'est mieux que le chercheur ce qu'il pourrait faire avec ces données, c'est à la fois tout à fait possible, mais c'est à la fois une grosse source de frustration pour l'archiviste ou le bibliothécaire, et c'est également peut-être simplement un moyen de cloisonner des données ou cloisonner des documents, alors qu'on pourrait en faire bien d'autres choses. Donc là, attention à l'induction de la recherche à venir. Bon, c'est peut-être une banalité, une porte ouverte, mais c'est toujours mieux de le dire. Construire une critique multicouche et multiscalaire des jeux de données.
Mais là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une critique à toute une série de niveaux. Et quand on a parlé tout à l'heure d'utiliser les calques AAAF, quand on a proposé de donner des données, d'échanger des données avec Wikidata, ben on y est. On est en fait dans une possibilité de construire une critique pour des jeux de données. Hein. Là, on est dans le concret. Là, on n'est pas seulement dans la mise en place d'un manuel de critique. Là, on est dans la production de données critiquées. Et là, c'est peut-être là qu'il y aurait justement quelque chose à faire, hein, à mon avis. C'est là qu'il y aurait une chose à faire. Plus importante encore que dans la production de corpus spécifiques pour tel objet ou tel objet, c'est avoir des données qui soient profondément critiquées, ou critiquées en tout cas de manière multiple, à couches multiples. Ça nous amène évidemment à une couche supplémentaire du travail du conservateur. Hein. Là où vous allez me jeter les pierres, mais c'est pas grave, hein, je suis là pour ça. Le conservateur doit être un qualificateur de données en plus. C'est une banalité peut-être, mais un qualificateur exposant 10. C'est évidemment complexe. Ça signifie qu'il faut entretenir ce dialogue avec entre les conservateurs et les chercheurs. Ça signifie qu'il faut organiser éventuellement des crowdsourcing à échelle variable. Ça signifie qu'il faut construire disons, ce positionnement. Moi, j'ai bien entendu ça quand tout à l'heure Emmanuel a parlé donc de son projet Corpus. C'est un peu ça que je vois derrière. Maintenant, peut-être je n'ai pas vu clairement assez, mais justement, vous me direz. En tout cas, c'est un peu ce que j'espère. Cette refonte de la critique documentaire, ben voilà, hein, comme je disais, ça fait 10 ans qu'on en parle. Allons-y, c'est le moment. Un élément important, l'implication dans le cadre enseignant. Là, en fait qu'on a des manques cruels. Et vous êtes les mieux placés pour pouvoir justement arriver à construire et à insuffler cette prise de conscience. Cette prise de conscience des niveaux critiques de la documentation, ces niveaux critiques de la donnée. Et je suis désolé, c'est vous qui êtes les mieux placés. Alors on pourrait dire oui, les chercheurs pourraient le faire aussi, mais on voit bien, les chercheurs ont trop le nez sur le guidon, le nez sur les choses, le nez sur leurs objectifs, et c'est pas aussi évident que ça. Peut-être pourrait-on le faire de concert, hein, ça c'est possible, d'envisager une mise en place pédagogique en collectif, mais je crois que vous avez un vrai rôle à jouer là-dedans, un vrai rôle dans la dissémination, pas seulement dans un cadre pédagogique universitaire, mais même au-delà, auprès des chercheurs. Donc, en quelque sorte, si vous remarquez les choses, revenons d'abord à cette fiche-ci, je voudrais inverser la tendance. La tendance actuelle, c'est de dire les chercheurs mettent en place des projets, ils s'adressent aux institutions de conservation patrimoniale pour appuyer leurs projets sur le patrimoine. On dépose les projets, on dissémine, tout ça c'est l'affaire des chercheurs, et les institutions du patrimoine sont là en renfort, bénéficient de l'apport des chercheurs, et c'est bien ainsi. Et le reste, la communication, c'est l'affaire des chercheurs. Moi je pense qu'il faut inverser la tendance, et qu'il faudrait pratiquement donc renforcer la partie communication, la partie donc pédagogique, la partie dissémination du côté du patrimoine. Je sais que ça fait une tâche en plus, mais comme je vous le dis, c'est peut-être tout à fait essentiel. Continuer à développer cette ouverture de réseau, cette intégration dans les consortiums, ces partenariats, je ne pense pas qu'il y ait du mépris. Je pense pas qu'il y ait du mépris. Je pense que les choses vraiment changent. Et il y a des exemples clairs qui sont venus parler aujourd'hui, mais il y en a encore beaucoup d'autres avec lesquels on travaille. Je pense que clairement, on peut faire des choses de plus en plus. Sachant que, immanquablement, on va vers une sorte d'interopérabilité des disciplines et des chercheurs. Je pense que les disciplines sont en train, pour l'instant, de se recouper. Les disciplines universitaires sont en train de se recouper, la philologie, l'histoire de l'art, toutes ces disciplines, de plus en plus, on le voit au travers des consortiums, comme on le voit au travers des projets, sont en train de se rapprocher de plus en plus. Et au centre, ou en connexion directe, il y a les institutions de conservation. Les chercheurs aussi sont de plus en plus en train de se retrouver et en train, justement, en confrontant les disciplines, c'est là, et en confrontant les corpus, en confrontant les idées, c'est là qu'on arrive de plus en plus à imaginer de
de nouvelles recherches, à découvrir de nouveaux thèmes, de nouvelles choses. Bon, tout à l'heure, là, moi, j'étais subjugué par les résultats autour de tes projets. Ben, ça me semble évident. Là, on a des choses qui se mettent en place et qui sont sinon transposables. En tout cas, ça me donne des idées de recherche et des idées de procédures que je n'aurais pas si je n'étais pas en connexion, en interopérabilité, par le biais justement de quoi? Ben, du nœud, et le nœud que vous formez, vous, ici, hein, les institutions de conservation. En quelque sorte, là, je place ici, je vous place au centre de l'échange. Avec évidemment cette idée simplement hein, de faire ce que à l'heure actuelle la République attend de nous, de disrupter avec beaucoup d'efficacité, hein, de disrupter avec bonheur et avec sérendipité, en développant la culture de l'idée. Ça, je n'ai aucune angoisse, hein, nous allons y arriver. Alors, les institutions patrimoniales, où faire cela maintenant? Ben, oui, ce n'est pas un problème, je n'ai plus que de dire. Donc là, je suis dans les temps. Où vous disruptez, si j'ose dire, eh bien, dans le cadre des labs, dans le cadre des barcamps, il y a un lieu dont on n'a pas parlé, et qui pourtant est un lieu qui importe beaucoup dans les milieux anglo-saxons. Alors je sais que c'est peut-être pas la culture française, mais il y aurait peut-être quelque chose à glaner autour de ça, autour du concept de Learning Center. Je sais que c'est pas totalement adapté, c'est possible, mais il y a peut-être là quelque chose à faire. Un lieu commun, même matériel, où se retrouver autour des documents, des données, d'une dynamique pédagogique, d'une dynamique de recherche. Un lieu commun. En fait, c'est de ça dont on a besoin plus que d'autre chose. Je pense, au-delà évidemment de l'approche critique. Donc ce que je vous propose, c'est la création d'un nouveau métier, tout simplement, hein, entre la recherche et la conservation patrimoniale. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le troisième œil. C'est le troisième œil à côté de l'œil de la recherche, l'œil de la conservation, et puis au milieu, l'œil de la sagesse, l'œil de la critique. Et donc là, on a besoin de ce troisième œil, hein, de manière évidente. Alors, maintenant, quoi y gagner? Ce qu'on y gagnera, c'est un ancrage beaucoup plus fort entre nos disciplines, des données et des documents de plus en plus propres et nets, des projets de plus en plus, je veux dire, innovants par certains côtés. Un troisième œil qui est par certains côtés, oui, je ne sais pas si ce serait le Learning Center de l'avenir, mais enfin, vous me direz. Donc, un troisième œil qui est une sorte de défi, je pense, pour la recherche et la conservation patrimoniale de la prochaine décennie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paul. Je suis très heureux de la conclusion parce que je pense que Jean-Baptiste pourra aussi être d'accord avec moi. Je crois que l'objectif de TNH, il est exactement là. Il est exactement là. C'est bien de former ces gens qui sont, par le numérique, des passeurs entre chercheurs, institutions patrimoniales, des passeurs entre institutions patrimoniales et le monde du numérique, etc. Et je sais que c'est pas une position facile. Ça fait 15 ans que j'essaie de la construire, cette position. On est toujours entre deux chaises, comme ça, etc. Mais c'est une position tellement passionnante et tellement formidable que je pense que... voilà, merci en tout cas de nous avoir fait cette démonstration. Est-ce qu'il y a des questions? Il est tard, tout le monde est fatigué. Vous comprendrez que vous soyez tous épuisés par ce que j'ai raconté. Et évidemment, il y avait une densité telle dans tout ce qui nous a été dit que il va un falloir un peu de temps pour réussir à... Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je suivais monsieur sur Twitter et sur Mastodon. Ça m'intéressait moyennement, mais là, j'ai trouvé ça vraiment épatant. Ah ben voilà, c'est très bien, merci. Comme quoi, je m'exprime mieux ici que sur Mastodon. C'est déjà ça. Ah, merci. Très bien. Je ferai des efforts. Alors moi, évidemment, j'ai envie de demander concrètement ce que tu attends, Paul, dans ce plan de production des données, hein, parce que documenter comment on produit la donnée, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement, je pense, enfin j'espère.
Oui. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas forcément aux fins de le communiquer à d'autres gens. Pour prendre un exemple, dans le cadre des archives web, on a tout un tas d'outils qu'on utilise en interne pour savoir ce qu'on a collecté, pourquoi, quand, comment, qui l'a demandé, etc. Et cet outil-là, pour l'instant, en tout cas, est pas ouvert au public. Mais dès qu'on est dans des projets de recherche où les chercheurs s'intéressent de manière un peu poussée à ces données-là, ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin de comprendre l'objet qu'ils ont entre les mains, où sont ses limites, comment il a été constitué, parce que par nature, ces corpus-là, excuse-moi d'employer ce terme flou, ces corpus-là sont par nature des corpus, c'est-à-dire des choses qu'on a constituées, que des humains ont constituées, et qui ne sont pas organiquement nés d'une activité, comme peuvent l'être des fonds d'archives qu'on aurait, qu'on aurait conservés dans leur intégralité, par choix ou par hasard de la conservation. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce plan de production ? Voilà, c'est une dure question. Non, tout simplement, je vais te dire, c'est que tout le monde fasse comme toi. Ça, c'est une bonne façon de répondre. Donc, le problème est le suivant, c'est que je pense que c'est en effet vers ça qu'il faut tendre, c'est vers une qualification de tout le processus, du document jusqu'à la donnée ultime telle qu'elle est utilisée et telle que le chercheur, lorsqu'il l'a à disposition, alors il est sécurisé et tout va bien. Mais moi, ce que j'ai pu voir dans les projets dans lesquels j'ai été associé ou dans lesquels je ne suis pas associé, mais où j'ai pu voir pas mal donc d'ensemble, où j'ai pu voir comment ça fonctionnait autour des contemporanistes ou d'autres disciplines, c'est que c'est pas toujours le cas, et c'est même pas souvent le cas, et que souvent on arrive avec des données brutes ou des données à la fin, où clairement les origines, la qualification sont quelque chose qui sont un peu floues. Alors c'est ce genre de choses qu'il faudrait faire. Et c'est pour ça que moi la réponse que je te ferai, je dirais, il faut travailler avec les gens qui produisent déjà ce genre de choses, justement, avec les gens qui ont le sentiment et la conscience de l'importance de ce genre de choses. Il faut travailler à préparer, comme on a fait les plans de gestion de données, eh bien, il faut des plans de production de données, il faut des plans critiques de production de données, il faut un guide de production critique de données et imposer ça dans les schémas institutionnels. Et imposer ça dans les schémas institutionnels ou dans les schémas intellectuels d'abord peut-être, avant toute chose, parce que les schémas institutionnels, on le fera de manière artificielle, mais imposer ça de manière institutionnelle après coup, imposer ça intellectuellement d'abord. Et pour ce faire, alors, moi, ce que je trouverais extraordinaire, c'est que tes structures de critique des documents et des données, tout ce que vous avez établi, votre plan déjà, qui existe, bien, si moi je pouvais comprendre comment ça fonctionne, là, de mon petit strapontin à l'université, je vois très bien ce qu'on pourrait en faire ensemble, je vois très bien qu'on pourrait l'utiliser à des fins pédagogiques, je vois très bien comment on pourrait alors diffuser la chose et puis lancer une culture de la critique des données qui manque, me semble-t-il. Et c'est là qu'intervient alors ton laboratoire, c'est là qu'intervient Corpus, hein, parce que c'est là qu'on est à la jointure des choses. C'est une action forte que vous pourriez faire, je pense. S'il y a une équipe qui peut faire ça, parmi toutes les autres équipes, il y en a beaucoup qui pourront le faire, mais vous, clairement, vous pourrez le faire, me semble. Voilà. Donc, en quelque sorte, je te renvoie la balle, tu vois. Juste une petite remarque, parce que je suis plus âgé que vous, mais le mot corpus, la première fois que je l'ai entendu prononcer, c'était un colloque du CNRS. Le CNRS, à l'époque, était encore quai Voltaire, c'est vous dire. Ah oui. Hein, c'était à l'automne 1984. C'était un colloque sur les corpus statistiques. Et je me souviens tout à fait d'une collègue qui travaillait sur des moines itinérants et qui avait déclaré « Je construis mon corpus ». Et mon corpus ne sera jamais achevé. Voilà, oui. C'était voilà. Bon, c'est. Non, mais c'est évident. Je pense que là, on est en effet dans la naissance d'un système, mais c'est en même temps, c'est lié au monde statistique, c'est lié au monde du numérique. C'est voilà. On ne dit pas numérique. Non, tout à fait. Informatique, absolument. Oui. Tout à fait, c'est ça. Donc ça veut dire que le concept de corpus naît avec l'appropriation de l'informatique en SHS. C'est intéressant. CNRS n'avait pas d'ordinateur. Je me souviens avoir été obligé d'argumenter auprès d'une déléguée régionale pour dire que des historiens pouvaient avoir besoin d'ordinateurs. Oui. Ah oui, tout à fait.
D'autres questions? En fait, il y a eu chez les historiens d'abord Jean-Philippe Genet, Oui, oui, très bien. puis plus récemment Stéphane Lamassé et Philippe Rigiel qui ont parlé à plusieurs reprises dans leurs publications de la nécessité d'une culture partagée entre historiens et mathématiciens ou informaticiens, si vous voulez. Donc, je trouvais votre exposé très intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'il faut dispenser les chercheurs de l'effort d'avoir une double culture et tout demander des institutions patrimoniales? Parce qu'il me semble que si ça ne vient pas des chercheurs, ce sera extrêmement difficile d'avoir une évolution. Et je le vois dans les faits tous les jours dans le cadre de mon travail déjà. Ne serait-ce que parce que si on n'a pas une telle culture, on n'est pas en mesure de se rendre compte des enjeux pour lesquels il va falloir demander de l'aide, de l'assistance aux institutions patrimoniales, aux bibliothèques ou ailleurs. Donc, il me semble que c'est quelque chose qui doit venir aussi de l'intérieur de la communauté scientifique. Et il y a déjà, on peut parler du problème des recrutements parce qu'il faut que cela passe par les enseignements. Parce que, je ne sais pas, on peut le faire. Je l'ai fait, par exemple, j'ai eu un TD à Histoire et Humanité numérique à l'Université de Versailles l'année dernière. Donc, justement, pour parler de données, faire comprendre aux petits M2 ce que c'est, sans les effrayer, justement, j'ai fait recours à nos outils, donc à nos méthodes, à la critique interne et externe. Donc, ça leur a parlé tout de suite. Le problème, c'est que dans le cadre d'un TD, ça ne va pas passer seulement. Donc, ça va leur laisser une trace, mais pas plus. Oui. Parce qu'ils ne sont pas formés, ou ils ne sont pas formés partout dans les méthodes quantitatives. Donc, il faut vraiment revoir la formation. Et puis, il n'y a pas de cours, des enseignements plus généraux pour leur parler de ces questions-là, justement parce que c'est très nouveau et parce que les enseignants eux-mêmes ne sont pas adaptés ou les recrutements. Il y a aussi le problème des humanités numériques, ce n'est pas une discipline. Donc, le recrutement, oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas forcément de recrutement adapté. Donc, il faut repenser toute la formation. Et peut-être le master, le nouveau master à recherche peut donner une réponse à cela pour former plus d'enseignants. Alors, donc vous avez, donc je pense que sur le problème plusieurs choses. La première chose, est-ce que les enseignants, est-ce que les chercheurs doivent avoir un tropisme numérique? À partir du moment où ils travaillent avec des corpus ou avec des données numériques ou avec simplement des documents sous forme numérique, quels qu'ils soient, oui, forcément. Le problème, c'est que souvent, ce tropisme, il est léger ou ou alors il n'est pas pointu, il n'est pas critique. Donc ça c'est certain qu'il en faut un. Ça, c'est certain. Maintenant, l'enseignement lui-même, au niveau de l'université, au niveau du M, ou même au niveau du L, on peut même commencer au niveau du L. À Louvain, on commence au niveau du L. On a déjà des formations, dès la première année en L1, ils ont des formations, une formation à l'informatique. C'est assez sommaire, et puis ils ont une formation méthode quanti en L3. Ça reste encore assez sommaire, mais bon, c'est déjà ça. C'est sûr que... Mais je pense que c'est pas là, à la limite, ça devrait intervenir au sein des cours eux-mêmes. Je pense qu'il ne faut pas déporter l'informatique dans quelque chose ou tout ce qui est humanité numérique à côté. Il faut intégrer ça, le choc disciplinaire, la transformation de la discipline et l'appropriation de la critique, elle doit venir de l'intérieur des disciplines elles-mêmes. Donc la formation, à la limite, vous faites un TD autour de, je sais pas moi, de l'analyse, le text mining d'un ensemble de chartes de Cluny, eh bien là, ou autour des chartes de Cluny, ben vous faites du text mining, voilà, par exemple. Vous travaillez autour des chartes de Cluny, vous faites du text mining de chartes de Cluny, vous faites de l'analyse de l'optical donc layout recognition autour des chartes de Cluny, vous utilisez des systèmes, des pratiques, des outils, et c'est là comme ça qu'on va arriver à conjoindre et on va arriver à montrer aux étudiants l'importance des outils, mais également l'importance d'une critique. Alors la critique, elle doit aussi venir en amont, en aval, et ça doit venir dans des cours spécifiques. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire, on a l'informatique, on a le numérique, et puis à côté de ça, on a les disciplines. C'est conjoint, c'est vraiment conjoint. Voilà.
Donc moi, c'est pour ça, pour dire, moi je donne des cours à l'actuelle d'humanité numérique, je vais plaider dans les années qui viennent pour qu'elles soient supprimées et réintégrées dans les cours généraux, et intégrer plutôt alors de manière pratique les choses dans le disciplinaire, ou dans le multidisciplinaire éventuellement. Bon, ça va être du boulot. Oui, je voulais juste rebondir sur cette idée que dans le milieu de la recherche, il n'y a pas cette critique en fait de la donnée. Aux États-Unis, elle existe vraiment cette critique. Je pense notamment à des chercheurs d'Harvard. Vous avez Johanna Drucker, Lev Manovich, Yanni Loukissas. Oui. Tous ces gens qui gravitent autour du Harvard Metalab, qui ont une très bonne connaissance des métadonnées, ont un regard très critique sur la production de ces métadonnées. Ils produisent des essais très intéressants avec de la visualisation de données, avec une vraie réflexion en fait sur cette visualisation. Ils s'appuient beaucoup sur des travaux de sociologues comme Latour, comme Foucault, comme Barthes également, pour produire cette critique-là. Donc cette critique, elle n'est pas du tout absente, je pense, du milieu de la recherche. Elle est peut-être pas encore vraiment un réflexe, forcément, nécessairement, mais je pense qu'on peut être très inspiré de ce milieu-là aussi pour la construire. Et par ailleurs, parlons du troisième œil et de ce plan de production des données. Je crois qu'il y a vraiment une question de la mémoire qui se pose dans la production des données des institutions patrimoniales. Parce que nous-mêmes, en fait, quand on discute avec des chercheurs qui nous disent « mais je ne comprends pas cette donnée-là, pourquoi elle a ce format-là, pourquoi est-ce qu'il manque cette information-là et je la retrouve là ?» En fait, ce sont des strates historiques. Et le problème, c'est que nous-mêmes, on a perdu en fait la mémoire souvent de ça. Mais oui. Donc, il y a un vrai problème, en fait, je pense, qui se pose à ce niveau-là. Et le troisième œil, pour moi, il est là, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, qu'on ait une partie du milieu de la recherche qui s'intéresse à l'histoire des institutions patrimoniales, à l'histoire de la production des données et aux archives, en fait, la question des archives de la bibliothèque et de l'institution culturelle. Et je pense que cette passerelle-là, elle sera, ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça, mais je pense qu'elle sera vraiment fondamentale. Non, absolument. Vous avez tout à fait raison. Je suis content que vous ayez dit ça parce que de fait, je n'ai pas insisté. Voilà, j'ai déjà peut-être dit tellement de choses que j'étais un peu écrasant, mais je n'ai pas insisté sur le côté diachronique de la chose. Or, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas faire un cadre critique, un cadre critique, une évaluation critique du parcours document donné, sans envisager une approche diachronique, sans envisager de la placer dans le temps. Toute analyse critique place nécessairement un document surtout maintenant, on s'en est rendu compte avec les évolutions des études sur le patrimoine, place un document dans une production, un continuum. On a utilisé le mot continuum au moment. Donc un continuum critique. Donc là, ce serait absolument essentiel, absolument d'accord, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se font du point de vue critique du côté américain. Il y a pas mal de choses très intéressantes. On est beaucoup plus avancé en effet par certains côtés que dans d'autres équipes européennes. Mais on aurait en effet tout avantage aussi à voir ce qui se passe là-bas. Bon, malheureusement, il va falloir se quitter. Merci beaucoup, Paul Bertrand, pour cette conférence conclusive qui était parfaite pour clore cette journée. Avant de se quitter, vous pourrez retrouver toutes les vidéos grâce à notre super caméraman qui est qui a été passé toute la journée dans l'antre pour enregistrer les captations de cette journée. Donc, vous retrouverez sur la chaîne YouTube de l'École des Chartes. Merci à tous nos intervenants qui ont réalisé des interventions. Merci. Il est temps de partir. Des interventions fantastiques, vraiment parfaites par rapport aux interrogations. Décidément, ça va être difficile. Qu'on avait au début de cette journée. Alors, on les a pas toutes résolues, mais en tout cas, on les a considérablement enrichies. Et c'est déjà, pour notre association et pour notre première journée d'études, c'est déjà énorme. Voilà, merci à tous ceux qui ont tweeté toute la journée pour nous faire apparaître en top tweet. Ça aussi, c'était un grand moment pour l'association.
Et merci à Gauthier Poupeau pour son aide depuis le début. Quand on lui a dit on veut faire ça, il nous a dit d'accord, allons-y. Et voilà, merci à lui parce que sans lui, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et merci enfin à l'École des Chartes pour le prêt de ses locaux, pour leur confiance aussi depuis le début. Ça aussi, c'était une première pour notre association. Donc voilà, merci à tous. Et bien voilà.